Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Geoffrey Godet. Bonjour. Bonjour David. Directeur général de Neopost. Neopost, quand on pense à Neopost, on pense aux machines qui servent à franchir le courrier dans les boîtes très rapidement, aux balances postales. Vous êtes coté en bourse, on va en parler. C'est pas seulement ça. Non, c'est plein d'autres choses, Neopost. Neopost, c'est Alors, on brosse rapidement les activités. Alors, plusieurs choses. On a accompagné nos clients donc, dans le domaine de la communication depuis des années, et c'est vrai qu'on a fait ça de manière physique, dans le papier, avec le traitement du courrier. Les trois autres offres sur lesquelles on a accompagné nos clients, c'est dans le domaine du digital et du e-commerce. Donc, on a apporté plein de solutions dans le domaine forcément de la transformation des processus métiers. Ce qu'on voit déjà là, donc là encore, ça c'est vous. Donc ça c'est ce qu'on fait dans le domaine traditionnel, dans le domaine de l'accompagnement des courriers, physiquement. Donc on voit toutes ces grosses machines qui sont capables de traiter des gros volumes de courriers. Ça reste la majeure partie de votre chiffre d'affaires. Ça reste 70%, un peu plus de 70% de chiffre d'affaires jusqu'à Mais aujourd'hui. c'est en décroissance, et c'est ça qui pose problème pour le marché. C'est tout l'enjeu de notre stratégie et de la transformation de Neopost, c'est qu'on est sur un marché qui est en déclin. Voilà. Maintenant, je voudrais quand même rappeler que même sur ce marché en déclin, on a la possibilité encore de faire plein de choses. On est numéro 2 mondial. Numéro 2 mondial, oui. Numéro 2 mondial, oui. Et donc, on a la possibilité encore d'investir dans ce domaine-là et encore d'accompagner nos clients dans ce domaine. Ouais. Parce que la communication... On est en centaines de millions d'euros en chiffre d'affaires. Non, mais c'est du... Voilà. Dans ce domaine-là? Oui. Oui, un peu plus de 700 millions. Voilà, donc c'est du lourd. Il y a plein de choses pour les accompagner. Et surtout aujourd'hui, la transformation digitale des entreprises arrive. Il faut pouvoir les accompagner de manière papier, mais aussi digitale. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Okay. Alors, donc il faut pouvoir les accompagner progressivement. Donc si on prend le premier exemple de ce qu'on fait pour nos entreprises, on a plus de 500 000 clients aujourd'hui. Donc pour les PME, petites et moyennes entreprises, elles ont toutes besoin de gérer leurs clients. Okay. Elles envoient des factures tous les jours, elles reçoivent des factures de leurs fournisseurs. Et sur le traitement de ces factures, on peut les aider à mieux gérer le cash. C'est internalisé ça, non? Donc aujourd'hui, c'est fait parfois manuellement avec Excel, Adobe, un email, etc. Et donc le but, c'est de simplifier ce process, de l'automatiser et de permettre à ces PME d'avoir des outils pour pouvoir mieux gérer leur trésorerie. C'est pas seulement l'émission de la facture, c'est tout ce qui va derrière. Donc c'est tout ce qui va derrière sur l'édition de cette facture, les quantités, les prix, etc. Et puis quand vous avez quelques dizaines ou quelques centaines de factures tous les mois, vous êtes une PME, il faut pouvoir gérer les délais de paiement. Donc vous avez une entreprise qui ne vous paye pas après 30 jours, après 60 jours, après 90 jours. Et donc de pouvoir avoir des outils statistiques pour vous dire qui rappeler. Souvent il y a des erreurs sur les factures, il faut mettre les prix à jour, il faut mettre les quantités à jour. Et donc on a créé une solution aujourd'hui digitale qui permet de les accompagner dans ce domaine-là et surtout aussi dans le domaine courrier. Quand on regarde ce qui passe dans les machines à franchir aujourd'hui, qu'on ouvre les enveloppes, 50% des cas, c'est des factures. Donc on va décider de se concentrer sur ce domaine-là, qui est une des offres qu'on a travaillées. Et ça, c'est le présent, c'est l'avenir, ça? Ça, c'est le présent, parce que ça fait quelques années qu'on a lancé ces offres, et c'est l'avenir, parce qu'on va accélérer ça pour les PME. Une deuxième offre dans laquelle on a investi... On en parlait en antenne, on s'est croisés, je ne savais pas pour le coup, de la consigne, comme on voit... Je pense souvent, parce que je pense Gare de Lyon, j'y vais souvent, on voit cette grosse consigne Amazon là. Oui, alors si vous allez par exemple aujourd'hui à la Fnac, si vous allez à la Fnac, si vous allez chez Decathlon, si vous allez chez Auchan et que vous voulez récupérer des colis que vous avez commandés en ligne, vous avez possibilité de revenir en magasin. Et c'est ce qu'on voit là, c'est la possibilité de récupérer une petite notification sur son portable. On sait que le paquet est arrivé, on peut y aller 24 heures sur 7. C'est disponible, c'est privé, vous n'avez pas besoin de faire la queue en magasin. Donc c'est une vraie solution qui est en termes de consommateurs un vrai avantage. Et qui est aussi une très bonne solution pour les grandes marques qui leur permet de faire revenir les clients en magasin. Et là-dessus, vous n'êtes pas encore numéro 2 mondial. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est leader dans ce domaine-là parce que ça fait quelques années qu'on a investi. On a investi je pose la question. On a investi en France avec un partenariat avec Geopost et on a commencé à installer ces consignes automatiques, comme on peut le voir là. On a aussi fait ça en Australie, on a aussi fait ça au Japon, où au Japon, on est leader du marché avec plus de 4000 consignes automatiques installées. On s'est aussi développé aux États-Unis. Et récemment, d'ailleurs, après l'annonce de la nouvelle stratégie, on a acheté une société qui s'appelle Parcel Pending et qui, elle, est leader sur le marché américain et qui s'est d'ailleurs développée plutôt dans le domaine résidentiel, c'est-à-dire le service aux résidents plutôt que le service aux consommateurs ou aux grandes marques. Tout ce qui est, encore une fois, courrier au sens large, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, toutes ces autres activités, là, les consignes, l'accompagnement sur les factures, ça pèse quoi aujourd'hui dans le chiffre d'affaires? On se dit que c'est en forte croissance, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça la transformation de Neopost? Donc moi, je suis arrivé chez Neopost il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, donc j'ai pris le temps de regarder tout ce qu'on a fait. Alors, ce marché en déclin est un marché en déclin depuis à peu près 10 ans. 1% par an. 1-2% par an mondialement. Ça dépend en fait des pays. Sur 2 tiers du chiffre d'affaires, encore une fois. Sur 2 tiers du chiffre d'affaires. Mais donc, tout l'enjeu, c'est que Neopost a essayé de se transformer et a fait plein de choses. Donc, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses. Parmi les bonnes choses, on a décidé de se recentrer sur ces bonnes choses. En revanche, sur ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Le rythme de ces nouveaux métiers n'a pas été suffisamment important pour compenser le déclin. Donc, c'est tout l'enjeu de la stratégie que j'ai mis en place et que j'ai annoncé en début d'année. C'est de faire en sorte que les métiers sur lesquels on va se recentrer
soient suffisamment performants et que leur croissance à 2 chiffres permette de compenser. Et c'est quoi aujourd'hui en cumulé, en chiffre d'affaires? Si on dit là, les consignes, les factures, l'expérience client, on va en parler aussi. Oui. Tout ça, c'est combien en chiffre d'affaires? Neopost, c'est à peu près 1,1 milliard de chiffre d'affaires et avec à peu près 30% sur ces nouveaux métiers aujourd'hui. Voilà, 30% en croissance de 2 chiffres. Voilà. Sur l'ensemble des trois. Donc on comprend bien la transformation du groupe. On a 2 tiers qui fait -1 en chiffre d'affaires. Et alors, un tiers. -1 en chiffre d'affaires, c'est le volume du courrier mondialement qui fait -1. Pour nous, ces dernières années, le chiffre d'affaires du courrier a baissé à peu près de 4 à 6%. Ah ouais, c'est à peu près ce qu'on a vu. Et c'est pour ça que je considère. Donc 2 tiers en baisse et un tiers qui croît à 2 chiffres. Voilà. Et sur le courrier, je pense qu'on peut mieux faire parce qu'effectivement, on a eu un déclin de 4,6%. Mais c'est tendanciel, c'est structurel. On peut comment lutter contre, non? Dans le domaine du courrier, le courrier va petit à petit diminuer, mais on peut accompagner encore les entreprises à faire une solution hybride, à la fois les accompagner dans le domaine courrier physique et en même temps, par exemple avec une solution de courrier hybride, de traiter le courrier aussi de manière digitale. Donc, il y a plein de choses où on peut accompagner les entreprises. Sur l'expérience client, vous ne sortez pas de votre périmètre là, non, pas du tout, parce qu'elle était très en lien avec nos métiers historiques, qui étaient d'accompagner ces grandes entreprises dans la communication client. C'est quoi la communication client? Quand vous avez une grande entreprise, une banque ou une assurance, vous avez des centaines ou des millions de clients et qui voulaient envoyer des documents, des processus d'ouverture de compte en banque, des relevés bancaires, etc. Et il a fallu les envoyer de manière courrier depuis des années. Donc on a été très légitime dans ce domaine-là. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a accompagnés dans la communication digitale de ces mêmes informations. Le site web, le portable sur les applications mobiles, vous avez le relevé bancaire et vous pouvez l'avoir en même temps. Aujourd'hui, vous le recevez une fois par mois en courrier. Et puis si vous avez envie de le consulter toutes les minutes, vous pouvez aller sur votre application mobile. Et puis si vous voulez aller sur le web, vous le faites aussi. En revanche, ce qui est important dans ce domaine-là, si vous regardez l'interaction que nous, on a avec ces grandes entreprises, on a envie que les choses soient beaucoup plus simples. Okay? Si on prend l'expérience, par exemple, d'un accident de voiture. Vous avez un accident de voiture, vous allez devoir prendre une petite photo derrière pour montrer que le pare-choc a été abîmé. Vous allez devoir l'envoyer à l'assurance, vous allez devoir appeler le garagiste, l'assurance va devoir travailler avec le garagiste. Tout ça, ça prend du temps. Et au bout du compte, aujourd'hui, malgré tous nos outils de communication digitaux, ça prend entre quelques semaines à quelques mois pour être remboursé. Notre conviction et les solutions qu'on propose dans ce domaine-là, c'est de faire en sorte aujourd'hui, c'est de réduire ce temps, c'est que ça prenne quelques heures à quelques jours. Et on est convaincu que tous les assureurs, par exemple, dans ce domaine-là, qui seraient capables de proposer ce type d'interaction, très intelligente, bidirectionnelle, etc., vont forcément gagner. Vous avez qui comme client aujourd'hui en assureur? Donc aujourd'hui, on va avoir dans le domaine bancaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assurance. Dans le domaine bancaire, on va avoir des banques comme Santander ou Banque of Montréal. D'accord. Donc en gros, et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, le plan stratégique, évidemment, il se voit à horizon 2022, c'est sur plusieurs années. Nous, on regarde les marchés comme tu regardes le trimestre. Il y avait un bon premier trimestre, avec une croissance, le premier trimestre clos 30 avril, il faut expliquer, c'est un peu décalé. 3% de croissance organique portée par les performances en Amérique du Nord, c'est très bien. Et après, apparemment, vous n'avez pas prévu, malgré ce bon début d'année, vous n'avez pas prévu vous n'avez pas revu, vous avez confirmé vos objectifs 2019 sans les revoir en hausse. Et là, on se dit, mais pourquoi cette bonne performance du premier trimestre, vous me voyez venir, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas reproductible? Alors, et donc, c'est déceptif pour le marché. Plusieurs choses. D'abord, on a été une société qui était en déclin pendant plusieurs années, moins 2% sur les 3 dernières années. Pour la première fois en 2018, on a réussi à stabiliser le chiffre d'affaires. Okay. Le premier trimestre 2019 est effectivement un bon trimestre en termes de croissance organique. Et notre enjeu pour 2019, c'est d'essayer de stabiliser à nouveau, une quasi-stabilité du chiffre d'affaires sur cette première année. C'est vrai que c'est beaucoup mieux de commencer l'année avec un bon premier trimestre pour pouvoir tenir nos objectifs. Mais ça veut dire que les suivants ne seront pas aussi bons que le premier Nous avons en particulier des bases de comparaison importantes, parce que l'année dernière, en fait, pour la première fois, on a eu 3 trimestres aussi en croissance organique. Et donc avec ce premier trimestre, ça fait 4 trimestres d'affilée. C'est la première fois depuis 2013 que la société est repartie en croissance organique. D'accord. Donc on se dit quoi? On se dit que 2019, c'est l'année vraiment d'amélioration de la rentabilité, notamment, apparemment non, manifestement, parce qu'il y aurait un peu d'exceptionnel qui viendrait impacté par la mise en œuvre justement du plan stratégique. En gros, pour les marchés, enfin j'imagine, il faut voir ça, il y a l'amélioration chiffre d'affaires, résultat, encore une fois, c'est 2019 ou c'est trop tôt encore? Alors, c'est un plan sur 4 ans. 2019, c'est la première année. Et c'est ce qu'on a dit effectivement avec l'annonce de nos résultats en 2018, c'est que sur cette première année, on va faire les investissements nécessaires pour garantir l'accélération de la croissance. Il faut investir pour que ça... Et on a prévu une enveloppe supplémentaire de 10 à 15 millions d'euros pour pouvoir financer l'ensemble de ces projets. Donc la véritable amélioration, ça sera pour Neopost, ça sera à partir de 2020 sur les résultats? Ça sera sur l'ensemble du plan, ça va être de repartir en croissance sur l'ensemble de la période. Surtout, ce qui est important pour nous, c'est de repartir en croissance organique pérenne. Pourquoi je dis pérenne? C'est qu'il faut pouvoir s'assurer que ces nouveaux métiers compensent le déclin de nos activités traditionnelles, et ce, de manière organique. La deuxième chose, c'est aussi
de repartir en croissance au niveau de l'EBIT et donc d'améliorer la profitabilité de la société sur la durée du plan. La première année, c'est une première étape d'investissement et effectivement, sur la période de 4 ans. Et donc, je reviens à la charge, mais oui. Les fruits, on va vraiment les voir en fin de plan ou vraiment ça sera graduel à partir de 2020, année après année? On le fera au fur et à mesure. Je pense qu'on a fait un premier trimestre en termes de réalisation qui voit qu'on démontre déjà un certain nombre de résultats. Sur un seul trimestre, on a déjà annoncé une première acquisition aux États-Unis, une société californienne qui était leader sur ce marché. On a fait déjà 2 cessions d'entreprise. On est sorti de la gestion de la domaine de la donnée qualité. On a fait un trimestre en croissance organique à 2,9%. Toutes les équipes sont mobilisées pour faire en sorte que ce plan soit réalisé. Je suis confiant qu'on est sur la bonne marche. Ouais. Geoffrey Godet, c'est intéressant parce que vous êtes arrivé donc il y a 1 an à la tête de Neopost. Vous n'êtes pas comptable ou responsable de tout ce qui s'est passé avant, mais quand même, pour ceux, on est sur Boursorama, c'est un titre qui a beaucoup baissé, l'un de ceux qui a le plus baissé en 2019, moins 66% sur 5 ans, moins 22% depuis le début de l'année. C'est excessif ou c'est tout simplement justifié? Alors je pense que ce qu'il faut, c'est revenir en fait à l'annonce du plan qu'on a fait. On a changé de profil de société. Neopost, jusqu'à maintenant, était une société de rendement, très rentable, très profitable, avec un bilan très solide et avec un dividende important. La stratégie, c'est de repartir en croissance, comme je l'ai expliqué, tant au niveau organique que par des acquisitions. Et pour ça, pour accélérer cette croissance, il faut mettre un certain nombre de moyens en œuvre. Et donc on a notamment dédié une enveloppe de 400 millions d'euros pour des acquisitions. Et pour ça, il faut se donner les moyens de la flexibilité pour pouvoir le faire. Et donc on a adapté notre gestion du capital et donc notre politique aux actionnaires. Et on a réduit le dividende. Donc c'est une première étape. Du coup, et donc c'est parce que vous avez réduit le dividende dans l'idée d'investir et de préparer l'avenir, c'est ça qui vous sanctionne pour vous? Alors, ce n'est pas une sanction, je pense que c'est un changement de profil. Aujourd'hui, on est passé d'une société de rendement à une société de croissance. Et donc, c'est important d'éduquer... Il faut mieux vous valoriser, alors justement, il faudrait mieux valoriser la boîte. Donc, il faut éduquer l'ensemble des actionnaires et des nouveaux investisseurs. Je passe beaucoup de temps à être très pédagogique sur les choix de la stratégie, le rationnel. Et donc, c'est important qu'ils le sachent. Et je pense que c'est important aussi de montrer qu'on délivre sur ce plan. D'où l'importance des résultats qu'on a au fur et à mesure sur ce premier trimestre, sur la rotation. Mais la question, est-ce que c'est excessif ou justifié? La réponse est je ne sais pas. Je regarde le cours de bourse comme tout le monde. Moi, je suis confiant que sur la durée du plan, le cours de bourse reflètera cette stratégie et les résultats qu'on va apporter. Pardon, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais quand on est le patron d'une boîte comme ça, qui est délaissée par les investisseurs, qu'est-ce qu'on se dit? On arrête de regarder le cours de bourse au quotidien, on se dit je fais le gros dos, on arrive à rester zen, honnêtement, ou est-ce que malgré tout ça pollue un peu le quotidien, ou vous réussissez à faire litière de ça? Vous savez, on vient juste d'annoncer le plan, donc ça fait juste un trimestre. Début d'année. Début d'année, on vient juste de l'annoncer, on a un premier trimestre qui est un très bon Et vous auriez aimé que les marchés le saluent plus que ça? Avec le temps, je n'ai pas de doute, je suis relativement confiant, je travaille avec les équipes tous les jours, elles sont très motivées par cette transformation, c'est porteur pour eux d'avenir en termes de carrière, d'opportunités, c'est très important pour nos clients aussi, on démontre qu'on a des solutions qui répondent à leurs besoins, donc je suis confiant que le cours reflètera cette amélioration dans les trimestres qui viennent et dans les années qui viennent aussi. Donc pour retrouver finalement la faveur des investisseurs, c'est stick it to the plan, c'est ça? Discipline, exécution, être rapide, s'en tenir au plan. Et continuer à exécuter comme on l'a fait. Oui, à l'exécution. Après, certains analystes, je me suis penché un petit peu, disent que les déceptions passées ont laissé des traces. J'étais pas là, je peux pas. Non mais voilà, c'est ça, c'est là. Moi, j'ai fait un travail. Non, c'est pas ça. C'est que je prends pleine responsabilité pour le passé, le présent et l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait les bons choix de se recentrer sur des solutions porteuses, où on a des positions de leadership sur ces marchés. C'est tous des marchés en croissance dans le domaine digital et du e-commerce. Donc je suis convaincu qu'on va dans le bon sens. Bon, on aura l'occasion d'en reparler quand vous reviendrez nous voir à l'occasion des prochains résultats. Merci d'avoir été avec nous. Première interview télévisée Merci donc pour Geoffrey Godet, donc directeur général de Neopost. Merci beaucoup. À très bientôt.